Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des grands entretiens. On attribue souvent à Napoléon Bonaparte le propos suivant : les hommes sont comme des chiffres, ils n'acquièrent de la valeur que par leur position. L'imaginaire collectif représente habituellement ce héros légendaire, en général seul, face à son armée, en empereur élevé au-dessus de tous, sur son trône impérial, en chef déterminé sur son cheval piaffant. Napoléon n'a pourtant jamais agi seul. Ce formidable chef de guerre, empereur des Français de 1804 à 1814, qui a gagné toutes ses batailles et perdu toutes ses guerres, n'a pas seulement été un fin stratège militaire. Avec les Napoléonides, sa famille, qu'il a lui-même élevé au rang de dynastie, il a élaboré un vaste système politique, diplomatique et militaire, responsabilisant les siens. Et voilà comment une intrigue familiale est devenue l'histoire de l'Europe de ce début du XIXe siècle. On ne peut comprendre le triomphe de Napoléon sans comprendre celui des Bonaparte. Les hommes sont comme des chiffres, ils n'acquièrent de la valeur que par leur position. Napoléon, c'est celui qui a compris que le rôle et le pouvoir d'un homme sont profondément dépendants du système auquel il se rattache. Storia Voce vous propose de vous présenter le système de cette famille hors norme dont le destin a fait basculer celui de l'Europe. En recevant aujourd'hui Vincent Aigueleu, qui vient de publier un ouvrage aux éditions Perrin, Napoléon et les siens, un système de famille. Vincent Aigueleu, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur des bibliothèques de Versailles, ancien élève de l'école des Chartes. Vous avez beaucoup publié à propos de la dynastie napoléonienne, notamment une biographie des frères de Napoléon, de Murat, et vous avez également publié la correspondance intégrale de Napoléon et de Joseph Bonaparte. Aujourd'hui, vous nous invitez à reconsidérer le rôle prépondérant de l'entourage de Napoléon dans sa conquête du pouvoir. Une première question, Vincent Aigueleu, pourquoi cette utilisation du terme « système » que vous adoptez d'ailleurs dans votre sous-titre? Quand est-ce que Napoléon l'a utilisé pour la première fois ? Alors, le terme de système a été employé par Napoléon, je pense, vraiment sous sa plume, on le voit à partir de 1806, et à partir du moment où son frère Joseph est installé dans le royaume de Naples. Il lui écrit une lettre en lui détaillant le système qu'il est en train de concevoir pour l'ensemble de l'Europe. Et dans ce système, sa famille a évidemment un rôle à jouer et une place déterminante à occuper. Et je crois qu'il écrit bien « Ce système est le mien ». Donc il fait sien une pensée globale, européenne, extrêmement ambitieuse. Mais en effet, il ne le conçoit pas sans l'aide des membres de sa famille, sur lesquels il s'appuie pour une raison légitime. Il leur prête déjà une confiance. Et cette confiance doit en principe s'exprimer à travers la mise en place d'un système juridique, législatif, qui correspond à ses vues propres dans les territoires qu'ils occupent et qu'ils veulent amener à constituer une sorte de fédéralisme, en fait, d'Europe fédérée autour du Grand Empire. Alors, qui sont précisément en fait les membres de ce système ? Alors, les membres de ce système, c'est tout d'abord, il y a bien entendu les frères et les sœurs, mais évidemment, eux-mêmes ne viennent pas seuls. Ils ont derrière eux des réseaux politiques qui se sont constitués notamment sous la Révolution, pour certains même des amitiés qui remontent à l'Ancien Régime. Joseph a été, comme Joseph, étudiant dans les collèges royaux. Et donc, à ce titre, ils ont fréquenté un certain nombre de personnes qu'on va retrouver parfois dans leurs entourages, au prix parfois aussi d'aventures tout à fait picaresques. Et c'est ça qui est d'ailleurs intéressant à étudier. Et puis, donc, ces réseaux qui sont constitués à la fois de militaires, d'intellectuels,
et puis aussi de financiers, de banquiers, de personnes, on va dire aujourd'hui, on les appellerait, je sais pas, les personnes d'influence, sont également doublées d'une stratégie familiale. Je pense notamment au mariage. Évidemment, puisque les frères de Napoléon et les sœurs épousent, alors parfois contre sa volonté, hein, bien entendu, mais ils épousent des personnalités qui sont amenées à jouer peu à peu un rôle dans ce système. Donc comme on voit, c'est assez complexe. Il y a d'un côté le clan qui apparaît très fermé, dans lequel on entre très difficilement, parfois même en forçant la porte, hein, si on s'appelle Murat ou pour d'autres personnes qui ont épousé des membres de la famille pendant la Révolution. Et puis autour de ce clan, il y a déjà un appareil tout à fait officiel, hein, qui est la cour, les ministères, les services militaires, mais aussi toutes ces personnalités qui s'improvisent parfois conseillers de l'ombre, qui ont des intérêts cachés ou qui ont suivi une stratégie parfois erratique au gré des événements, en s'accrochant parfois à un membre de la famille Bonaparte comme on s'accroche à un radeau. Je pense par exemple à Stanislas de Girardin, qui est un personnage par lequel on comprend très bien la personnalité de Joseph, parce qu'il a pu le suivre pendant des années, depuis la fin de la Révolution jusqu'à la campagne d'Espagne, par exemple. Je reviens sur un terme que vous venez d'utiliser. Vous avez parlé de clan et finalement d'esprit de clan. Pourquoi on peut dire que la famille de Bonaparte, c'est un clan ? Est-ce que ça fait écho à la logique corse de la famille assez constituée assez solidement Oui. Du père de famille. Oui. Les Bonaparte sont nés en Corse, donc la logique même du clan est forcément respectée. Elle apparaît quelque part, même si c'est un clan qui n'est pas une grande famille. C'est ça sa spécificité. On a en fait un petit réseau de personnes, donc souvent liées par des alliances matrimonial, qui est d'abord ancré à Ajaccio. Et donc, ce qui m'a frappé en préparant le livre et qui m'a semblé très intéressant, c'est de voir déjà qu'Ajaccio, à l'époque de la naissance de Napoléon, c'est ce qu'on appelle un préside, c'est-à-dire que c'est une ville qui est déjà un peu à la marge de l'île de Corse. Elle est partagée entre son rôle de cité marchande, et elle ne s'identifie pas, enfin les citoyens d'Ajaccio ne s'identifient pas nécessairement à ce que les insulaires qui habitent plus à l'intérieur peuvent ressentir, penser, et donc ils sont un peu entre deux mondes déjà. Parce qu'ils ont beaucoup de contacts évidemment avec l'Italie, mais aussi avec la France. Et donc la famille Bonaparte, elle appartient à Ajaccio depuis au moins le début du XVIe siècle. Elle n'en est pas beaucoup sortie. C'est-à-dire que le premier Bonaparte à avoir mis les pieds en Corse, Francesco, était là d'abord comme militaire d'une garnison. Donc garnison, ça veut dire c'est fermé. et puis donc il s'est installé, il a fait souche, sa famille s'est développée, mais ils sont restés à l'intérieur d'Ajaccio pendant les siècles qui ont suivi. C'est même grâce à cette citoyenneté, ce statut spécial, qu'ils obtiennent la reconnaissance de la noblesse par le roi de France. Mais donc pour autant, on voit, ils n'ont pas de lien très excessif avec le reste de l'île. Donc c'est un clan qui est fermé et qui est en même temps ouvert aux influences extérieures. Par exemple, on retrouve à l'intérieur du clan Bonaparte, on retrouve un Suisse, ce qui est assez peu courant pour l'époque, puisque le capitaine François Fesch a épousé la mère de Laetitia Ramolino en deuxième noces, donc Laetitia, la mère de Napoléon, et donc l'oncle de Napoléon s'appelle Joseph Fesch. Il a un nom germanique, et comme on le voit, donc ce clan se construit grâce à des alliances assez récente et en jouant un peu avec les aléas de la politique internationale de l'époque.
Et alors pourtant, on prête à Napoléon cette phrase « J'ai toujours eu à me défendre de mon origine corse et des relations de ma famille, quoique fort honorables. » Et au début du livre, il y a de très longs passages. Vous écrivez beaucoup sur l'origine de la famille de Napoléon qui finalement, oui, est assez, à reconnaître, assez importante. Oui, c'est un peu une sorte... Il y a une sorte, j'essaye de trouver le terme exact, c'est pas une symétrie, mais une dissymétrie justement entre ce que Napoléon dit, notamment dans ses mémoires, dans la légende qu'il construit, en disant qu'il est obligé de se défendre de ses origines corses. Bah oui, parce que on va l'accuser de ne pas être français à part entière. Et en même temps, son père, ses frères, de Joseph à Louis, en passant par même Jérôme, n'ont de cesse au cours de leur vie d'interroger la généalogie. Oui, c'est le rôle de Charles. Le rôle de Charles, oui. C'est-à-dire que ils ont bien, Charles a surtout conscience que la noblesse qui leur a été reconnue, que j'ai raconté pourquoi juste avant, était peut-être un peu fragile et il a voulu un peu la muscler, ce qui est logique et humain. Donc il a cherché à trouver des relations avec les Bonaparte les plus célèbres de la péninsule italienne. Et il y en a beaucoup. Par exemple, l'homme qui raconte le sac de Rome en 1527 par les troupes du connétable de Bourbon s'appelle Jacopo Bonaparte. C'est un exemple parmi d'autres. Et lorsque Charles avait soutenu sa thèse de doctorat, le professeur qui l'interrogeait avait cité tous les Bonaparte qui avaient compté en Italie avant lui. Donc la tentation, elle est évidente. Il faut qu'on se raccroche à un grand nom de l'histoire italienne. Ça permettrait de mieux faire valoir les prétentions de la famille. Mais Napoléon, évidemment, ne pense plus la même chose à partir de 1789, puisque on considère que l'ancien monde est aboli, que les privilèges n'existent plus. Donc, forcément, c'est à partir de ce moment qu'on commence à parler de nationalité. Et c'était un terme qui pouvait paraître encore abscon quelques années plus tôt. On appartient effectivement à une famille, on sert un souverain, on peut se reconnaître tout à fait des liens de sang ou d'intérêt réciproques avec des personnes nées qui partagent la langue, encore qu'avec la Corse c'est plus compliqué. Mais là, la notion même de français peut paraître encore très abstraite en 1789. Donc, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas c'est pas du tout, on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc, il a bien fallu aussi construire. Et c'est ça qui est intéressant à voir, un nouveau récit. Et donc, pendant quelque temps, il est assez ambivalent, son récit. Il se projette à la fois comme Corse, puisqu'on le voit proche de Paoli, ou du moins essayer d'approcher Paoli, et d'un autre côté, regarder toujours plus près des thèses révolutionnaires radicales. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une ligne idéologique qui réunit cette famille ? Parce que, par exemple, les Bonaparte n'étaient pas républicains, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient monarchistes ou en fait, chacun avait un peu son opinion fluctuant en fonction des époques, du moment, du régime politique ? Alors, ça c'était toute la question qu'on pouvait se poser dans la première partie. Y a-t-il une ligne idéologique ? Ma foi, c'est très compliqué. D'abord, même la notion d'idéologie est bien postérieure, en réalité, par rapport aux enjeux politiques de la fin du XVIIIe siècle. Certes, ils apparaissent à ce moment-là. Donc, on pourrait tout à fait croire que la famille s'engage résolument dans un camp. En fait, c'est un peu plus subtil que ça, heureusement, et c'est pour ça qu'on écrit des livres encore aujourd'hui. Monarchistes, je ne pense qu'ils ne l'ont jamais été, sauf à partir du moment où ils ont recréé un système monarchique à leur propre faveur. Mais en revanche, et qui est très différent d'ailleurs, mais en revanche, lorsqu'ils sont en Corse, c'est encore l'idéal républicain qui prime. Mais pareil, qu'est-ce que l'idéal républicain pour les Bonaparte ? Ça n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est celui qui a inspiré la constitution de Paoli dans les années 1760.
qui se veut un modèle de relation entre les différentes communautés, qui amène le droit pour tous, une notion d'égalité aussi, et qui regarde tant du côté de la Bible, surtout du Nouveau Testament, mais aussi, bien entendu, de l'époque romaine. Donc, quand on parle de république à cette époque-là, quand les Bonaparte font bien sûr allusion à la République, ils font surtout allusion donc à la République romaine. Beaucoup moins à la démocratie athénienne. Hein. Ça, c'est déjà très intéressant à voir. C'est ce qui les intéresse, c'est la relation entre plèbe, aristocratie. Ils se situent quand même, malgré tout, quand même dans un camp contre un autre. Hein. Et c'est ces lignes de force qu'on voit apparaître à ce moment-là. Donc l'idéologie, bon, premièrement, je peux pas utiliser ce terme, c'est vrai. En revanche, les idées auxquelles ils se raccrochent, oui, on voit très bien qu'il y a parfois une sorte de jeu de rôle avec Lucien très à gauche du côté des Jacobins, Joseph plus modéré, Napoléon qui fait un peu des va-et-vient, qui récuse l'idée même de violence populaire, il est farouchement contre, quand Lucien aurait tendance à les justifier, et par contre il fréquente des personnes de tous les milieux, que ce soit des personnalités très attachées à l'idée de monarchie constitutionnelle, ou des personnalités qui veulent renverser l'ordre établi. On voit même des personnes parfois très conflictuelles, hein, comme Buonarroti ou d'autres qui sont dans leur entourage et qui sont relativement complexes. Vous avez évoqué plusieurs fois le nom de Paoli. Est-ce que vous pourriez préciser qui c'est pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Donc, j'ai parlé de Paoli, donc qui était à l'origine de la première constitution corse, donc qui est un phénomène qui est bien antérieur à la Révolution française. Personnalité fascinante du XVIIIe. Fils d'un insurgé corse qui s'appelait Giacinto Paoli, et engagé dès sa plus tendre enfance dans ce combat qui est en effet le combat de l'île contre la tutelle génoise, dans le but d'obtenir une indépendance et d'une reconnaissance, surtout une reconnaissance internationale alors, Royaume de Corse ou République de Corse, là aussi, c'est un peu compliqué à statuer dès cette époque-là. En tout cas, Paoli apparaît comme une figure de référence dans le discours des philosophes, que ce soit en France, mais aussi en Angleterre, où il y a un camp pour saluer son action, considère qu'il est un homme neuf, qu'il est en train de bâtir un monde nouveau. Jean-Jacques Rousseau lui écrit, et donc est à l'origine même de la notion de constitution en Corse. Et puis on retrouve aussi autour de lui des penseurs écossais, britanniques, qui sont aussi très intéressés de voir ce qui va se construire. À cette époque-là, quand même, au XVIIIe, l'Europe est déjà bien formée. Et là, cette île au milieu de la Méditerranée, qui est en train de combattre pour son existence, eh bien, ça soulève forcément des questions, mais aussi des envies de dire, on va pouvoir avoir un petit laboratoire, des lumières. Évidemment, la réalité du terrain est très différente, et Paoli est le premier à en convenir. Donc, du coup, il est d'une sorte de despote républicain, très éclairé. Il va jouer de cette image-là, et on retrouve bien sûr le père de Napoléon dans son entourage dès 1763-64. Alors, à partir du coup d'État, donc 18 Brumaire, Napoléon, il reconstitue la cour. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est inspiré d'un modèle en particulier? Est-ce qu'il a peut-être surtout à Louis XIV? Alors, il la reconstitue pas d'un seul coup, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que oui, évidemment, il s'installe aux Tuileries peu de temps après le coup d'État du 18 Brumaire, mais il va, en aucun cas, on va revoir arriver à toute vitesse les courtisans en perruque. Et non, c'est pas du tout comme ça dans son optique. Tout d'abord, il va fonder un nouveau régime républicain,
très austère en apparence, et puis au fur et à mesure il va introduire des petites touches qui vont conduire à la reconstitution d'une cour, et bien sûr ça passe par sa famille. Alors il profite de certains événements. Il y en a un en particulier qui va lui donner l'occasion, par exemple, de renouer avec la correspondance que les souverains s'envoyaient pour faire part d'un événement survenu dans leur famille. C'est la mort de son beau-frère Leclerc, le général Leclerc, qui décède à Saint-Domingue des suites de la fièvre jaune. C'était donc l'époux de Pauline, l'une de ses sœurs. Et donc, on peut pas dire que ce mariage l'emballait beaucoup à ce moment-là. Donc, néanmoins, il va lui servir de prétexte pour signaler à toutes les cours européennes qu'il a perdu son beau-frère. Et il va faire prendre le deuil. Comme autrefois à la cour de France, lorsqu'un membre de la famille royale ou un souverain européen décédait, eh bien on portait le deuil pendant une certaine période. Et donc c'est par petites touches de cette sorte qu'il recrée ou qu'il réinvente, puisqu'en fait on va surtout parler de réinvention et non pas de recréation, même si c'est très inspiré des cérémoniels de cour de l'Ancien Régime. Il va recréer petit à petit un esprit de monarchie, mais peut-être déjà de monarchie républicaine, qui est un concept très français, qu'on apprécie, en fait. Très nouveau, oui, qu'on continue à la fois à défendre ou à déplorer aujourd'hui. Et donc on voit sa famille en effet a un rôle à jouer. Et néanmoins parfois leur corps défendant aussi. Par exemple, ni Joseph ni Lucien vont défendre dans un premier temps cette idée de recréation ou de réinvention. Ils souhaiteraient conserver l'appareil plus austère qui correspond plus à leur sensibilité politique, et on les voit parfois entrer à reculons dans de nouvelles institutions qui sont à l'époque imaginées, mais on sent aussi que ça flatte quand même énormément leur ego, et ce sont des personnes qui sont comme nous, hein, d'une certaine manière. Au bout d'un moment, l'attrait du pouvoir et puis surtout la force de leur réseau qui les pousse derrière finit toujours par l'emporter. Lucien, c'est différent parce que il a joué une carte très dangereuse en s'en prenant directement à certains membres de l'entourage de son frère Napoléon, notamment Fouché, et ça il le paye très cher avec un exil progressivement de plus en plus important, mais on le voit quand même au Sénat entre 1802 et 1803 défendre les projets de son frère avec sa fougue habituelle. Voilà. Et comment elle est perçue cette cour par les Français qui viennent quand même de décapiter Louis XVI, et peu de temps après c'est à nouveau du faste et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'études d'opinion à l'époque, il n'y a pas de sondage comme on peut l'imaginer. Alors à quoi se raccroche-t-on ? Les plébiscites qui ont été lancés donc au fur et à mesure pour d'abord entériner le coup d'État, puis les changements constitutionnels, on sait, ont été déjà une partie de la population en a été écartée, et puis les chiffres ont été truqués. Donc l'élément le plus simple pour bien comprendre la popularité et Napoléon sait qu'il peut avancer parce que l'armée tout simplement le suit. Alors la base, la troupe, les troupes qu'il a commandées lui sont évidemment dévouées corps et âme. Là où parfois il y a quelques frictions, c'est avec des généraux et des futurs maréchaux, mais justement qu'on va convaincre d'adhérer au projet et qui vont faire partie du système de cour parce qu'on va leur conférer davantage de dignité, toujours plus de médailles et toujours plus de galons et de dorures. Ils vont pouvoir inscrire bientôt leurs armes sur les portières, donc ils vont être l'équivalent de ce qui étaient les ducs et pairs sous l'Ancien Régime. Donc évidemment, c'est difficile de résister aussi au bout du compte. Ceux qui résistent, eh bien, on les écarte, voire tout simplement. Bah oui, celui qui a le plus résisté, c'était Moreau, qui d'ailleurs était une figure assez complexe. On n'a jamais véritablement compris ses motivations.
Pour la petite histoire, la famille même de Napoléon a estimé que Moreau était peut-être la mauvaise victime expiatoire. Il y a eu d'autres cas de généraux ou de maréchaux qui ont été un peu écartés parce qu'ils n'adhéraient pas totalement au projet. Et alors, à la cour, il y a une personnalité assez influente, mais qui a eu un rôle complexe. C'est Joséphine de Beauharnais. Quelle est sa relation avec le clan Bonaparte, avec les politiques? Comment elle s'installe? Alors Joséphine, c'est le personnage pivot. Souvent, si on veut comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut bien sûr interroger du côté de l'entourage de Joséphine. De 1796, date du mariage avec Napoléon, jusqu'en 1809, et même après. En réalité, elle a un rôle de conseiller, évident. Elle a un rôle politique très développé, mais qui n'apparaît pas évidemment en pleine lumière. Cependant, elle amène avec elle tout un réseau de banquiers et de financiers qu'elle connaissait avant son mariage avec Napoléon. Elle amène d'une certaine manière les thermidoriens, ceux qui ont précipité la chute de Robespierre. Elle amène les thermidoriens aux côtés de son mari. Alors au début, évidemment, ces derniers sont pas, regardent un peu de haut le petit général Bonaparte, lui confie l'armée d'Italie, qu'il considère comme une armée inférieure par rapport à l'armée du Rhin. Il n'anticipe pas les énormes succès qui vont être remportés en Italie. Et dès cette époque-là, Joséphine, elle place des gens à elle dans l'entourage de son mari qui vont faire des affaires. Elle-même suit ses propres affaires. Il faut imaginer que dans le sillage de l'armée d'Italie, c'est des fournisseurs, c'est des personnes qui vont acheter des marchés, qui vont s'enrichir avec la vente des biens nationalisés dans le Milanais. C'est considérable. C'est tout aussi considérable que ce qui s'est passé en France après 1789. Et Joséphine sait très très bien jouer des fidélités et se sert souvent au passage, il faut le dire. On a des témoignages dans ce sens, notamment de Hamelin qui la vénère et la déteste à la fois parce que elle va se servir directement chez lui parfois quand il y a des choses qui lui plaisent. Bien sûr, elle ne paye pas. Donc voilà, le rôle de Joséphine, qui en même temps, on le sait, trompe parfois son mari, n'est jamais véritablement remis en cause par Napoléon, parce qu'il sait qu'elle a une utilité de toute manière, et puis il l'aime aussi, il faut pas l'oublier. En revanche, du côté des frères et sœurs, là, ça passe nettement moins bien. Et on sait que Joseph a essayé d'avoir sa peau en 1799, juste avant le coup d'État. Il n'y est pas parvenu parce qu'il n'avait pas les mêmes garanties à offrir finalement. Et puis il va y avoir des querelles de préséance, il va y avoir surtout des querelles concernant le couronnement, puisque bon nombre la quasi-totalité du clan Bonaparte ne voulait pas que Joséphine soit associée à la cérémonie. Voire couronner Napoléon, bien sûr. En revanche, que sa femme y figure, non. Pour des raisons à la fois politiques, ça c'est Joseph par exemple qui les exprime, mais aussi pour des raisons, je dirais, de jalousie. Les sœurs de Napoléon ne veulent pas porter le manteau de leur belle-sœur. Voilà, ça c'est Joséphine. Elle n'a qu'un seul défaut dans la cuirasse, c'est que bien sûr elle n'a pas réussi à donner d'héritier à Napoléon. En revanche, ses deux enfants nés du premier mariage avec le vicomte de Beauharnais, Eugène et Hortense, sont tout de suite associés aux affaires du clan, sont beaucoup mieux perçus d'ailleurs par les Bonaparte que leur mère. C'est très intéressant à voir, à tel point que Eugène, pendant très longtemps, fait figure de successeur potentiel, et Napoléon le dit. D'ailleurs, il l'exprime dans plusieurs de ses lettres. On le voit dans la correspondance qu'il a des grands projets pour Eugène. Dès 1805, il l'envoie en Italie. Et puis il va le nommer vice-roi d'Italie, avec l'idée peut-être d'en faire qu'il se forme aux affaires et lui donne pleine satisfaction.
Après 1809, après le divorce, c'est différent, puisque on sait qu'il va y avoir un héritier, forcément, avec le nouveau mariage, et donc la place des uns et des autres est remise en cause. Et à partir du moment où la place, d'ailleurs, de Joséphine est remise en cause, on voit que les frères et sœurs ont eu tort de crier victoire au moment du divorce, parce qu'ils se rendent compte que eux aussi, leur place dans le dispositif, et notamment dans l'héritage à venir, est menacée. Il y a beaucoup de jalousie et d'esprit de concurrence au sein de ce... Oui, donc ça nourrit forcément les anecdotes, ouais. ça nourrit... voilà, alors moi j'ai pas voulu m'attacher nécessairement aux petites histoires qui sont plus souvent des colportages, oui. Très difficilement vérifiables. On a des lettres où là, par exemple, on a des lettres de Caroline à son mari Murat où elle excite la jalousie de son mari face à Louis qui a épousé Hortense. Louis, elle n'en a pas grand-chose à faire, mais c'est le fait de voir Hortense parfois passer devant elle qui l'énerve profondément, notamment parce que Hortense va être reine avant Caroline. Et donc ça, par exemple, ce sont des querelles assez fréquentes. Elle participe évidemment, je dirais, de l'amusement et dans une cour, on s'ennuie beaucoup. Il faut imaginer, il n'y a pas grand-chose qui se passe en réalité. Il y a beaucoup de cérémonies, on voit passer tel ou tel personnage, mais donc les querelles sont forcément amplifiées, sont forcément montées en épingle. Ça arrange la plupart du temps Napoléon. Et ça donne du grain à moudre pour ceux qui écrivent leur mémoire dès cette époque-là. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder les clans politiques qui se forment à cette époque-là. Par exemple, entre Élisa, Lucien et Joseph, il y a une véritable connivence politique. Élisa, c'est un personnage extrêmement intéressant qui a souvent été totalement négligé, alors qu'elle est la toute première du système de famille à obtenir un poste. Pas oublier, c'est la première araignée parmi tous les frères et sœurs, c'est Élisa, en partant à Lucques dès 1805. Les autres sont nommés à partir de 1806. Donc, ce clan politique se crée notamment pour contrer l'influence de Fouché. Il a pu être manipulé aussi par Talleyrand à certains moments, mais on voit très bien que lorsque Lucien est écarté des affaires très brutalement à la fin de l'année 1800, il doit partir pour Madrid en ambassade. Eh bien, Élisa se fait porter pâle. En fait, les observateurs prennent la température en fonction de la présence ou de l'absence des différents membres de la famille impériale. On sait qu'un événement grave s'est passé à ce moment-là. Et chose importante, on voit aussi une partie de la famille se décentrer vers l'Italie dès cette époque-là. Dès 1801-1802, il y a des Bonaparte qui s'installent à Rome. Et petit à petit, c'est une véritable colonie qui se forme dès cette époque-là pour échapper un peu à l'esprit de Paris, mais aussi aux intrigues politiques que certains ont été les victimes. Qui va à Rome à cette époque-là ? Eh bien, déjà, Madame Mère, et ainsi elle n'assiste pas au couronnement de son fils, qui est quand même pas c'est pas un petit symbole. Lucien, évidemment, j'en parlais, voilà. Pauline, parce que elle épouse un prince romain à cette époque-là, mais elle aurait très bien pu rester aussi à Paris. Ils font le choix de Rome. Et bien sûr, le cardinal Fesch, parce qu'il a des missions d'ambassadeur auprès de la curie romaine qui est très importante. Mais donc, ce petit microcosme romain qui se constitue face à Paris est un indice sur l'état des relations à l'intérieur même de la famille. Et alors, l'entourage de Napoléon n'est pas toujours serein quant aux ambitions de l'empereur. À un moment dans votre livre, on peut lire une phrase d'Hortense qui écrit donc à Madame de Campan. Et alors, elle s'exprime ainsi : « Notre beau-père est une comète dont nous ne sommes que la queue. Il faut le suivre là où il nous porte. Est-ce pour notre bonheur ? Est-ce pour notre malheur ?» C'est vrai que Napoléon, il peut angoisser les membres de sa famille quand on voit... ces moult projets en Europe, par exemple. C'est tout à fait vrai. Et il faut imaginer que ces personnes-là viennent déjà de traverser 9 années de révolution. Que Joséphine, entre autres, par exemple, et ses enfants se sont quand même vus plusieurs fois... déjà, premièrement, le vicomte de Beauharnais a été guillotiné.
ils ont assisté parfois de près ou de loin à certains événements extrêmement durs, des massacres, des exactions. Donc, se retrouver comme ça du jour au lendemain au plus haut fait, à la plus haute place politique, c'est aussi s'exposer à une chute encore plus brutale et plus douloureuse. Donc, il y a à la fois chez les Bonaparte et leur entourage une sorte d'ivresse en 1799-1800, au moment où ils arrivent au pouvoir, tout semble permis, tout semble ouvert, et en même temps une immense crainte du lendemain. Parce que on ne sait pas si le système qui va être lancé par Napoléon va perdurer. Je rappelle qu'en 1800, il y a la bataille de Marengo, le général Desey est tué. La question qui se pose, c'est mais si la balle qui a frappé Desey avait frappé le premier consul, que se serait-il passé ? Le régime n'a même pas quelques mois d'existence. On est déjà en train de poser la question de sa survivance, de la capacité des autres Bonaparte à exercer le pouvoir hors Napoléon. Donc, et les événements qui vont s'enchaîner peu à peu vont conduire en effet à conserver cette métaphore très intéressante du météore. Napoléon finalement ne serait là que pour illuminer le ciel politique pendant un court moment, et ensuite après disparaîtrait en emmenant à sa suite ses frères et sœurs. Et un autre personnage qui utilise, c'est un peu plus loin dans le livre, cette même métaphore du météore, c'est Louis. C'est Louis Bonaparte qui, devenu roi de Hollande, s'alarme dès 1808 sur les conséquences de la politique de son frère, parce qu'il ne veut pas, dit-il, revivre une nouvelle révolution. Et il craint que sa famille termine comme Louis XVI. Même si les Hollandais sont loin d'être des buveurs de sang, hein, il faut le dire, mais il craint pour la sécurité des siens si la politique de son frère conduit finalement à une sorte d'opposition populaire qui n'existe pas encore, mais qui pourrait apparaître un jour. C'est la grande crainte de Louis, qui, au demeurant, le personnage le plus complexe du système de famille, et donc il l'écrit tel quel à Joseph, qui est pas loin aussi de penser la même chose. Et à partir de 1812, 1813, là c'est le sauve-qui-peut général, parce que ils savent que ils se sont constitués suffisamment d'ennemis pour avoir des problèmes importants. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux va finir très mal, puisque c'est Murat qui finit fusillé. Il était essentiel, cet édifice familial, ou utile ? C'est une bonne question. Là, je vais avoir du mal à répondre. Parce que, oui, il apparaît essentiel, il paraît inévitable d'une certaine manière pour bon nombre de Français à l'époque. Il retrouve à partir de 1800 une stabilité politique qui avait complètement disparu. On ne savait plus ce que c'était qu'un régime qui était capable finalement d'expliquer aussi sa marche. Le Directoire qui a suivi la terreur a souffert en fait d'une sorte de désincarnation totale de la politique, désincarnation du fait politique. C'est-à-dire que difficile de projeter sa propre fierté nationale d'une certaine manière dans les 5 directeurs qui en plus ont un système très complexe pour se succéder les uns les autres. On parle beaucoup de magouilles déjà à cette époque-là. Et malgré tout, il faut pas oublier que la France, à 90% à l'époque, n'est pas républicaine. Elle est monarchiste. Donc, du moins, premièrement, elle est aussi catholique. Oui. Elle est monarchiste. Et il y a un vrai désir d'un régime incarné par une personne. Oui. Oui. C'est ça, c'est aussi la vocation catholique que l'on croit, vous savez, à la présence du Christ. Donc la présence du Christ, c'est aussi à travers la politique, à travers la présence d'une personne pour l'exercice du pouvoir. Que cette personne soit dotée de tous les pouvoirs ou pas, là c'est le débat qui va durer tout le long du 19e siècle, mais on ne peut pas dire que 1792 ait converti brutalement les Français à la République. Oui. Voilà. Alors pour vous, c'est Jérôme qui est particulièrement le symbole de la famille, de ces paradoxes. Pourquoi ? Est-ce que vous vous expliquez dans la conclusion ?
Ah bon, c'est Jérôme. Vous dites, Jérôme symbolise à lui seul toutes les faiblesses, toutes les hardiesses, mais aussi tous les paradoxes d'une famille qui a cru longtemps maîtriser son destin, qui s'est élevée jusqu'au plus haut sommet tout en conservant un esprit pratique, parfois mesquin. Oui, parce qu'en fait, Jérôme, c'est celui qui a été éduqué dans la culture de la famille, contrairement à tous les autres, parce ils sont nés avant, donc ils ont eu plusieurs systèmes d'éducation qui se sont succédés depuis les collèges royaux, aux écoles militaires. Jérôme, lui, il n'a jamais connu que ses frères et sœurs. D'une certaine manière, il a été mis en pension à partir de 1795, ça n'a pas été très concluant, et en 1800, il est encore très jeune, au moment de la prise du pouvoir de son frère, donc il va se créer sa propre culture politique, et si on peut parler de culture, son propre système de représentation à travers l'exemple de ses frères et sœurs. Donc c'est effectivement c'est le plus Bonaparte des Bonaparte, si on veut jouer la provocation. Donc Jérôme est intéressant parce que il symbolise les errements de sa condition. Il ne sait pas trop pendant très longtemps il se cherche. On est même obligé de l'envoyer se calmer sur des navires de marine parce que de la marine militaire, parce que on estime qu'il fait trop de bêtises à Paris, et donc il va chercher son identité pendant assez longtemps. Il va être nommé roi de Westphalie en 1807. On estime que c'est pas très concluant non plus, même si regardez de près la constitution de ce royaume allemand est bien plus intéressante qu'on a pu le penser. Et enfin, en 1815, il se révèle totalement à Waterloo. Jérôme, il avait beaucoup souffert de ne pas avoir pu assister à Marengo. C'est pour ça qu'il avait insisté auprès de Napoléon pour qu'il lui donne l'épée qu'il portait là-bas à la bataille. C'était aussi un moyen pour lui de faire sien de faire sien le prestige de son frère. Il vit quand même dans une ombre colossale. Et puis en 1815, on retrouve à Waterloo les mêmes prédispositions internationales qu'avant Marengo, c'est-à-dire que c'est une bataille qui peut quand même jouer beaucoup sur l'avenir du régime. Cette fois-ci, Jérôme est présent. Bon, la bataille va mal se finir, contrairement à Marengo, mais comme le dit Lamartine, ce jour-là, il a totalement effacé toutes ces erreurs pour revenir finalement dans l'esprit même de ce qu'est la gloire de Napoléon. Le courage devant l'adversité, etc., etc. Après, les années d'exil vont être beaucoup moins courageuses, ça c'est vrai. Une dernière question avant d'évoquer votre travail aux archives. On peut dire qu'en soutenant le pensionnaire de Madame de Campan pour former des nouvelles élites, Napoléon prépare en fait sa succession. Oui, il prépare, mais aussi d'une certaine façon, il ressuscite. Là, pour le coup, on parlait de la cour tout à l'heure en disant que c'était peut-être une réinvention plutôt qu'une recréation. Mais qu'est-ce que la maison de la Légion d'honneur, si ce n'est qu'une nouvelle variation de la maison de Saint-Louis, créée par Madame de Maintenon, dans laquelle avait été élève sa sœur Élisa. Donc on voit qu'à travers la création de cette pension, il y a la volonté de renouer avec non pas un décorum, mais avec un esprit qui était celui de la monarchie française, de la monarchie Louis XIVienne, celle d'un État extrêmement puissant qui est capable de reconnaître cette fois-ci le mérite non pas par la naissance mais par l'action, puisque vont être amenés à fréquenter ce pensionnat qu'est la maison de la Légion d'honneur, les enfants de ceux qui ont été distingués. C'est ça le but premier de la Légion d'honneur. Il a été bien détourné depuis, mais c'est dans cet esprit-là d'un État qui non seulement fabrique ses élites et peut les renouveler. L'esprit de renouvellement des élites est quand même très important, même si dans la réalité, ce n'est pas ce qui se produit. On voit, qui sait qu'on voit revenir à partir de 1800 et surtout après 1804-1805, on voit revenir l'ancienne aristocratie. Elle va, certes, à reculons, elle va pas embrasser du jour au lendemain cette nouvelle forme
de la représentation du pouvoir, mais elle va s'y retrouver très facilement parce que Napoléon, d'une certaine manière, va lui laisser une place, tout en essayant de faire coexister anciennes et nouvelles élites. C'est ça qui est intéressant avec le système de famille, et c'est un peu le nœud de toute l'affaire, c'est comment on fait coexister un ancien et un nouveau monde qui n'a pas du tout les mêmes codes. Donc on va essayer de faire en sorte que leurs codes puissent trouver des points d'ajustement. Eh bien, l'éducation en est une. Donc Madame Campan, qui avait été attachée à l'ancienne cour, puisqu'elle avait été elle était une dame, femme de chambre de Marie-Antoinette, est un peu le personnage idéal parce que très peu politique. Elle sait très bien se fondre. Elle n'a pas été inquiétée pendant la Terreur, ou à peine, mais elle se fond dans un paysage et puis elle s'adapte. Oui. Et c'est ça qui est très intéressant avec elle. Quelques derniers mots, Vincent Aigueleux, sur les archives qui vous ont permis d'écrire ce bel ouvrage. Alors moi, je travaille effectivement beaucoup sur la source primaire. C'est ça qui, je trouve, est le plus gratifiant. C'est d'amener des nouveaux éléments. Alors parfois ils ne sont pas nouveaux parce qu'on connaît les fonds, on sait où ils sont déposés, donc je ne me réveille pas, je ne vais pas tous les jours faire des découvertes fondamentales. Non, c'est simplement parce que la lecture de ces sources est quand même très différente que la lecture d'ouvrages déjà écrits, où finalement on ne ferait que le digeste de ce qui précède. Donc même si je lis avec beaucoup d'intérêt les analyses des uns et des autres, j'aime bien aussi retourner au début, à la source. Et parfois, on a des surprises, notamment dans ce qui étaient les papiers du fonds Bonaparte, qui est pourtant un fonds très connu aux Archives nationales, qui a même été numérisé, qu'on peut consulter depuis chez soi. Il y a tout un fatras de documents qui ont pu paraître parfois peut-être inutiles ou pas assez représentatifs, qui n'avaient pas attiré d'ailleurs l'attention des membres des commissions du Second Empire, qui sont les papiers d'avant la Révolution, avec notamment les fragments de lettres, les livres de comptes, les petites additions de Charles. On en apprend énormément finalement sur le statut de la famille à cette époque-là. Les sermons de l'oncle Fesch, parce qu'on se rend compte que les sermons, en fait, c'est là-dedans que ses neveux vont puiser pour pouvoir faire leur propre discours et se construire une conscience politique. Et là, on se rend compte, en fait, il y a un fondement chrétien qui est indéniable, même s'il n'apparaît pas comme tel, mais la source même de leur langage se trouve là-dedans. Et puis, alors parfois aussi, ce qui est intéressant, c'est d'aller consulter les papiers des historiens qui ont déjà travaillé sur la question, au 19e siècle, surtout parce que vous allez retrouver dans leurs papiers souvent des originaux. Et comment sont-ils entrés, je veux pas le savoir, mais en tout cas, ces originaux, ils s'en sont servis d'une certaine manière ou ils ne s'en sont pas servis et amènent des choses tout à fait remarquables. Un tout petit exemple, on parlait de Madame Campan, mais il y a aussi Madame de Genlis à l'époque, qui est recrutée par Elisa pour repenser tout le cérémoniel de cour en Toscane. Par exemple, elle pose beaucoup de questions à Madame de Genlis, comment ça se passait sous l'Ancien Régime. Madame de Genlis lui écrit un rapport. Ce rapport, je l'ai retrouvé en partie dans les papiers marmottants. Bon. Un travail très excitant, en fait. Oui. Il y a toujours des choses à découvrir. Lent, très lent, parce qu'il faut du temps, il faut 2 ans, 3 ans pour pouvoir... Mais oui, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, je pense. Merci beaucoup, Vincent Aigueleux, pour votre éclairage sur le système napoléonien. Je rappelle à nos auditeurs le titre de votre ouvrage, « Napoléon et les siens, un système de famille », publié récemment aux éditions Perrin. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.